Chers abonnés, vous est-il déjà arrivé de sentir au fond de vous que quelque chose ne tournait pas rond, mais sans pouvoir l'expliquer? Une impression étrange, un silence anormal, une absence qui pèse plus que 1000 mots. Imaginez un matin ordinaire, une routine, un départ précipité, des enfants déposés, puis plus rien. Pas de message, pas d'appel, pas de signe de vie, juste un vide glacial qui s'étire, minute après minute, heure après heure. Et quand la nuit tombe, l'angoisse s'installe, le cœur bat plus vite. Parce qu'on le sait, on le sent, quelque chose est arrivé. Ce soir, je vais vous raconter une disparition qui a fait trembler une ville entière. Une disparition où chaque détail semblait crier une vérité que personne ne voulait entendre. Une affaire où la vérité a mis du temps à émerger. Et quand elle l'a fait, elle a fauché toutes les illusions. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir va vous glacer le sang. Maddie Kingsbury a vu le jour en 1996, à Farmington, une autre ville du Minnesota, la Benjamine de la fratrie, une grande sœur, un grand frère, et elle au milieu de tout ça, comme une boule d'énergie inarrêtable, toujours à la recherche d'un regard, d'une oreille, d'une scène, une enfant solaire. Le genre qu'on entend avant de la voir, surtout quand elle chantait à tue-tête à la maison. Chorale? Évidemment. Pom-Pom Girl? Aussi. Et si vous pensiez qu'elle allait choisir entre les deux, vous ne connaissiez pas Maddie. Elle refusait les cases. Elle aimait explorer. Elle voulait tout faire, tout vivre. Et elle comptait bien le prouver. Après le lycée, elle a décidé de poursuivre ses études à l'université de Winona, environ 150 km de chez elle. Inutile de dire que faire l'aller-retour chaque jour était impensable. Alors elle a fait ses valises et elle a emménagé dans une résidence universitaire. Nouvelle ville, nouveau départ, nouvelle liberté. Maddie débordait d'enthousiasme. Elle a découvert le plaisir grisant de vivre seule, de gérer son emploi du temps, de se construire loin du cocon familial. Elle s'est lancée à fond dans la vie étudiante. Elle a rejoint une association féminine dès les premiers jours. Et très vite, elle s'est faite un groupe, pas juste des copines, des amis, des piliers. Elle partageait tout, les soirées, les fous rires et les secrets. Mais à l'automne 2014, un détail a changé la donne, un regard, un garçon. Il étudiait lui aussi dans cette université et tout comme elle, il vivait à la résidence universitaire. C'était Adam Fravel, il avait 2 ans de plus que Maddie. Et tout comme elle, il venait d'une fratrie de 3 enfants. Lui aussi était le Benjamin. À l'université, il étudiait l'informatique, mais ses centres d'intérêt ne s'arrêtaient pas aux ordinateurs. Adam adorait le sport, notamment le football américain. Quand Maddie et Adam se sont rencontrés, leur relation a commencé doucement, progressivement. Un lien s'est créé entre eux, et même s'ils ont connu quelques ruptures par la suite, ils sont toujours revenus l'un vers l'autre. Finalement, en 2017, alors qu'ils étaient encore étudiants, ils ont décidé d'emménager ensemble. Mais ils n'ont pas choisi de s'installer à Winona. Non. Ils ont posé leurs valises dans une petite ville voisine, Fountain City, à environ 15 km de là. C'est là qu'ils ont tenté de construire leur vie. Et très peu de temps après leur installation, Maddie a appris qu'elle était enceinte. En 2018, leur fille Ellie a vu le jour. Cette naissance a bouleversé leur quotidien. Maddie a tout fait pour concilier ses études et son rôle de mère. Quant à Adam, il a dû abandonner l'université pour pouvoir travailler et subvenir aux besoins de sa famille. Ce n'était pas vraiment ce dont il rêvait. Il a trouvé un emploi dans une usine, un travail loin de ses ambitions. Mais il se sentait responsable. Il savait que c'était à lui de prendre le relais, au moins pour un temps. Il a donc mis ses projets de côté. Maddie, elle, a terminé ses études, et elle a été embauchée comme coordinatrice de recherche clinique, un poste qui lui plaisait énormément et qu'elle voyait comme une vraie vocation. Elle s'épanouissait dans ce travail, et tout semblait indiquer que leur vie de famille prenait enfin une direction stable. Elle travaillait, et on pensait qu'Adam pourrait bientôt reprendre ses études. Mais en 2020, comme beaucoup de ses collègues, Adam a perdu son emploi. C'était une période difficile. La pandémie avait paralysé le monde. Peu de gens travaillaient encore, ou alors à distance. Et pour Adam, il était devenu très compliqué de retrouver un travail.
L'idée de rester à la maison à ne rien faire l'insupportait, mais il n'avait pas vraiment le choix. Ce sentiment d'impuissance s'est encore accentué quand il a appris que Maddie attendait leur deuxième enfant. Il savait que ça impliquait des dépenses supplémentaires. Et effectivement, plus tard dans l'année, leur petit garçon est né. Ils l'ont appelé Noah. Adam vivait de plus en plus mal le fait de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Pourtant, avec Maddie qui travaillait, il aurait pu prendre en charge la maison, les enfants. Mais ce n'était pas si simple. Mais pour une raison ou une autre, Adam n'a jamais vraiment voulu s'investir dans ce rôle, et ce refus a fini par provoquer de plus en plus de disputes entre eux. Adam était frustré, aigri, et malheureusement, il a commencé à diriger sa colère contre Maddie. Leur relation s'est dégradée rapidement. Même les proches de Maddie l'ont remarqué. Ils ont vu le changement. Adam n'était plus le même. Il s'est renfermé. Il est devenu dur. Froideur, mépris, parfois même agressivité. Et tout le monde était convaincu d'une chose. Maddie méritait mieux. Il fallait qu'elle parte. Mais Maddie, elle n'a pas voulu lâcher prise. Peut-être parce qu'elle avait grandi dans une famille brisée, avec des parents divorcés. Et elle ne voulait pas ça pour ses enfants. Elle tenait à ce qu'ils aient une famille complète. Elle voulait qu'ils puissent continuer à voir leur père. Et au fond d'elle, elle gardait espoir. Elle croyait qu'un jour Adam allait retrouver du travail, qu'il allait redevenir celui qu'elle avait connu, celui qu'elle avait aimé. Mais cet espoir s'est effrité, lentement, jusqu'à ce que la situation devienne insoutenable. Adam a commencé à perdre le contrôle. Et un jour, pendant une dispute particulièrement violente, il l'a attrapé par le cou. Il a serré, fort. Maddie a cru que c'était la fin, que ces secondes allaient être les dernières de sa vie. Mais il a relâché la pression, juste à temps. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé chez elle. Elle a compris que cette relation n'avait peut-être plus aucun sens. Alors elle a pris une décision. Elle a rassemblé ses affaires. Elle a pris ses enfants. Et elle est partie. Pendant quelques jours, elle s'est réfugiée chez sa mère, pour souffler, pour réfléchir, et peut-être pour enfin se protéger. Et même si ses proches l'ont soutenue dans sa décision de partir, au bout d'un moment, Maddie a choisi de revenir. Elle a voulu accorder à Adam une dernière chance, une ultime, une de trop peut-être. Le couple a alors déménagé dans la ville où ils s'étaient rencontrés. Un nouveau départ, un nouveau toit. Mais dans leur relation, rien n'a vraiment changé. En vérité, ils cohabitaient plus qu'ils ne vivaient ensemble. Ils savaient tous les deux que leur histoire était arrivée à son terme, que la séparation n'était plus qu'une question de temps. Au début, Maddie voulait partir, quitter la maison, trouver un nouvel endroit pour elle et les enfants. Elle a même commencé à chercher un appartement. Mais avec le temps, elle a changé d'avis. Elle pensait que ce serait peut-être mieux de rester là, dans ce cadre familier. Ses enfants connaissaient bien la maison. Ils y avaient leurs repères, leurs habitudes. Et surtout, le chemin vers la maternelle n'était pas loin. C'était plus simple pour eux, plus stable. Alors elle a décidé de rester. Mais dans son cœur, la rupture était déjà consommée. Cette décision a changé la donne. C'est Adam qui devait se trouver un nouveau logement. Et comme ses parents disposaient de suffisamment d'espace chez eux, il a choisi de retourner vivre là-bas. Il avait déjà commencé à faire ses cartons et à la fin du mois de mars 2023, il a prévu de transférer toutes ses affaires chez ses parents. Le 31 mars au matin, le couple a conduit les enfants à la maternelle, comme d'habitude. Ensuite, ils sont rentrés ensemble à la maison. Maddie est tout de suite descendue au sous-sol, là où elle avait installé son bureau. Il lui arrivait de travailler à distance et c'était dans cet espace qu'elle s'était aménagé un coin calme pour ses tâches professionnelles. Pendant ce temps, Adam a commencé à charger ses affaires dans le coffre de la voiture de Maddie. Des cartons remplis de ses effets personnels. Ce jour-là, il comptait officiellement déménager. Il avait emprunté le véhicule de Maddie, plus grand que le sien, plus pratique pour transporter ses cartons. Une fois que tout a été chargé, il a pris la route direction Maybell, la ville où vivaient ses parents. Mais à son retour, Maddie n'était plus là. Il savait pourtant qu'elle devait travailler depuis la maison dans la matinée, et qu'ensuite, elle comptait se rendre à la clinique. Il a donc pensé qu'elle avait simplement quitté la maison entre-temps, mais quelque chose l'a interpellé. Sa propre voiture était toujours garée dans l'allée. Ils avaient échangé leur véhicule ce jour-là, donc normalement.
Maddy aurait dû partir avec sa voiture à lui, mais Adam ne s'est pas inquiété tout de suite. Ce n'était pas la première fois que Maddy se rendait au travail en covoiturage avec un collègue. Peut-être qu'elle avait simplement fait pareil ce jour-là. Rien d'alarmant, du moins au début. Mais plus les heures passaient, plus un léger malaise a commencé à s'installer. Le matin même, ils avaient convenu que ce serait Maddy qui irait chercher les enfants à la maternelle. Et quand l'heure a commencé à approcher, Adam lui a envoyé un message, juste pour confirmer qu'elle allait bien les récupérer comme prévu. Mais aucune réponse. Pas un mot. Pas même un accusé de lecture. Alors, un peu déstabilisé, Adam a pris la décision d'y aller lui-même. Il est allé chercher les enfants. Puis, sans passer par la maison, il a directement roulé jusqu'au domicile de ses parents, situé à un peu plus d'une heure de route de Winona. Et toujours, aucun signe de Maddy. Il n'a pas réussi à la joindre de toute la journée. Ce silence a commencé à vraiment l'étonner. Et il n'était pas le seul à ressentir cette étrange impression. La sœur de Maddy, tout comme sa mère, ont très vite trouvé cela suspect. Depuis le matin, pas un seul message. Pas un appel. Rien. C'était inhabituel. Très inhabituel. Maddy était du genre à rester en contact avec ses proches, tous les jours. Même quand elle était débordée, elle prenait toujours le temps d'écrire un petit mot, une réponse, un emoji, quelque chose. Mais ce jour-là, c'était le vide total, et cette absence soudaine de nouvelles allait rapidement prendre une toute autre dimension. La situation a commencé à réellement inquiéter les proches de Maddy. Sa sœur, Megan, n'a pas attendu plus longtemps. Elle a appelé Adam pour savoir ce qui se passait. Où était sa petite sœur? Pourquoi ne répondait-elle plus? Mais Adam lui-même a affirmé ne rien savoir. Il lui a dit que Maddy était sortie de la maison ce matin-là et qu'elle n'avait plus donné de nouvelles depuis. Il a précisé qu'il ne savait même pas si elle était rentrée de la clinique, puisqu'au moment de l'appel, il se trouvait à environ 80 km de là, chez ses parents. Mais Megan, elle a senti que quelque chose clochait. Elle a eu cette impression, ce frisson qui vous traverse quand tout en vous vous crie que quelque chose ne va pas. Alors elle a immédiatement contacté la meilleure amie de Maddy, Katie, qui vivait dans la même ville. Elle lui a tout raconté. L'absence, le silence, l'inquiétude. Et elle lui a demandé si elle pouvait se rendre chez Maddy pour vérifier, juste pour voir, juste pour être sûre. Katie n'a pas hésité une seconde. Elle a sauté dans sa voiture et a roulé jusqu'à la maison. Mais en arrivant, elle a compris que quelque chose n'allait vraiment pas. La maison était plongée dans le noir. Pas une seule lumière. Aucune silhouette à l'intérieur. Rien. Elle a frappé à la porte, puis aux fenêtres. Elle a appelé. Mais personne n'a répondu. La maison semblait vide. Et pourtant, par la fenêtre, Katie a vu la veste de Maddy, celle qu'elle portait tout le temps, celle qu'elle n'aurait jamais laissée derrière elle en partant. Elle était là, suspendue dans l'entrée, intacte, en place. Et si la veste était là, alors Maddy aussi aurait dû l'être. Katie et Megan ont compris qu'il ne fallait plus attendre. Quelque chose clochait, gravement. Elles ont décidé de prévenir la police. Quand les agents sont arrivés sur place, ils ont été accueillis par le propriétaire de la maison que louaient Maddy et Adam. Il a accepté de les faire entrer. Mais une fois à l'intérieur, il n'y avait personne. Il n'y avait aucune trace de Maddy dans la maison. Mais ce que la police a découvert à l'intérieur a fait grimper l'inquiétude d'un cran. Sa veste était là, oui, mais pas seulement. Son sac à main, son téléphone, tout était là. Et ça, ce n'était pas normal. Maddy n'aurait jamais quitté la maison sans ses objets. Jamais. Ses proches le savaient. Ils l'ont tout de suite compris. Quelque chose de grave s'était passé. Elle n'était pas simplement sortie faire un tour. Ce n'était pas un oubli. C'était une alerte. Mais malgré ces signes évidents, les policiers, eux, ont préféré temporiser. Comme bien souvent, ils ont expliqué qu'il fallait attendre, qu'il valait mieux patienter 24 heures depuis sa dernière apparition. Peut-être qu'elle allait rentrer. Peut-être qu'elle avait juste besoin de s'éloigner un peu, mais elle n'est jamais rentrée. Elle n'a contacté personne. Aucun appel, aucun message, rien. Alors le lendemain, le 1er avril, la disparition de Maddy a officiellement été signalée. Cette fois, la police a accepté d'ouvrir un dossier et les recherches ont commencé. Très vite, l'alerte s'est répandue. D'abord à Winona, puis dans toute la région.
Et ce qui a frappé les enquêteurs, c'est la réaction des gens. Des centaines de volontaires ont afflué, prêts à tout pour retrouver Mahdi. La solidarité a été immédiate, spontanée, bouleversante. Certains jours, il y a eu près de 2000 personnes venues aider à fouiller la ville et ses alentours. Des forêts, des berges, des champs, des routes secondaires. Ils ont exploré chaque recoin. Mais malgré tous ces efforts, malgré cette mobilisation énorme, aucune trace, aucun indice, aucun objet, aucun signal, rien qui puisse dire ce qu'il s'était passé, rien qui puisse orienter les enquêteurs. Mahdi Kingsbury s'était volatilisé. Les recherches se sont poursuivies, inlassablement. Et en parallèle, les proches de Mahdi ont tout fait pour amplifier la mobilisation. Les réseaux sociaux ont été mis à contribution. Des centaines de publications, des appels à témoins, des photos partagées partout, avec un seul objectif, la retrouver. Même Adam a publié un message, demandant à quiconque apercevrait Mahdi de le contacter, lui ou directement la police. Une démarche qui, à première vue, pouvait sembler normale. Mais dans l'esprit de beaucoup, quelque chose sonnait faux. De son côté, la sœur de Mahdi, Megan, publiait chaque jour une courte vidéo. Elle informait le public sur l'avancée de l'enquête, appelait à l'aide, transmettait l'espoir ou la détresse. Mais malgré tous ces efforts, aucune avancée majeure n'a été faite. Le mystère restait entier. Alors, les enquêteurs ont décidé de recentrer leur attention. Et rapidement, tous les regards se sont tournés vers Adam. Il était, selon les éléments recueillis, la dernière personne à avoir vu Mahdi vivante ce jour-là. Il leur a expliqué que, ce matin-là, ils avaient emmené les enfants à la maternelle. Ce détail a pu être confirmé grâce aux caméras de surveillance de l'établissement. On y voit bien la famille entière franchissant les portes main dans la main. Rien d'anormal en apparence. Puis ils seraient retournés à la maison. Mahdi, selon Adam, serait descendue directement dans son bureau pour travailler. Elle devait faire du télétravail ce jour-là. Et lui, de son côté, aurait prévu de s'occuper de ses affaires. Il voulait en transporter une partie chez ses parents, mais il ne pouvait pas tout emporter d'un seul coup. Adam avait donc prévu une autre solution pour le reste de ses affaires. Il avait loué un box de stockage, un endroit où entreposer les objets dont il ne se servait pas souvent, pour libérer de l'espace. Ce matin-là, il a chargé dans la voiture les cartons qu'il pensait destinés à ses parents. Tout était prêt. Et vers 10h15, il a pris la route. Mais au milieu du trajet, un doute l'a traversé. En conduisant, il s'est rendu compte d'une chose. Il ne transportait pas les bons cartons. Ce qu'il avait dans le coffre, c'était les affaires destinées au box de stockage, pas celles qu'il voulait déposer chez ses parents. Alors, il a fait demi-tour. Pas le choix. Il a roulé de nouveau en direction de la maison pour rectifier son erreur. Il est arrivé aux alentours de 11h30. Mais à son retour, Mahdi n'était plus là. Il a remarqué que sa propre voiture était toujours garée sur l'allée. Et comme plus tôt, il a supposé que Mahdi était simplement parti au travail avec quelqu'un d'autre, peut-être un collègue. Ce n'était pas la première fois. Il n'a pas trop réfléchi. Il a échangé les cartons, puis il est remonté en voiture et a pris la route direction la maison de ses parents. Une fois arrivé chez ses parents, Adam a envoyé plusieurs messages à Mahdi. Il voulait s'assurer qu'elle allait bien récupérer les enfants à la maternelle, comme il l'avait prévu. Mais encore une fois, aucune réponse. Alors, face à ce silence prolongé, il a pris une nouvelle décision. Il est remonté en voiture, a fait demi-tour, et vers 16h30, il est allé chercher les enfants lui-même. Mais il n'est pas retourné à la maison. Non. Il est allé directement chez ses parents, avec les enfants. Selon ses propres mots, la dernière fois qu'il avait vu Mahdi, c'était lorsqu'elle était descendue dans son bureau, au sous-sol. Après cela, il ne l'a plus jamais revue. Mais ce que les enquêteurs ont très vite découvert, c'est qu'Adam n'était peut-être pas le seul homme dans la vie de Mahdi. Depuis quelque temps déjà, elle avait compris que leur relation était condamnée, qu'il n'y avait plus rien à sauver, et qu'elle ne voulait plus vivre dans cet environnement. Elle en avait assez d'être rabaissée, assez de tout faire seule, car Adam, de son côté, ne levait pas le petit doigt. Il ne l'aidait ni avec la maison, ni avec les enfants. Et tous ceux qui connaissaient Mahdi le savaient. Ses proches ont même confié qu'elle avait commencé à avoir peur, vraiment peur,
Ce n'était plus seulement une question de dispute ou d'inconfort, c'était devenu une question de survie. Elle avait déjà mentionné cet épisode, où Adam l'avait saisi violemment à la gorge. Et un jour, alors qu'ils regardaient ensemble un documentaire sur Gabby Petito, cette jeune femme tuée par son compagnon lors d'un road trip tragique, Adam l'avait de nouveau attrapée à la gorge. Et cette fois, il avait accompagné son geste d'une phrase terrifiante. Il lui avait dit que si elle ne faisait pas attention, elle finirait exactement comme Gabby Petito. Une blague, aurait-il dit. Un humour noir, selon lui. Mais Maddie, elle, n'avait pas ri. Elle avait senti son sang se glacer. Ce n'était pas une blague. Pas pour elle. Cette scène l'avait profondément marquée. Elle avait compris que son quotidien n'était plus vivable. Elle ne voulait plus vivre dans la peur. Elle ne voulait plus se demander chaque matin si elle allait survivre jusqu'au soir. Alors, elle avait tourné la page. Elle avait repris contact avec Spencer Sullivan, un ancien camarade de l'université. Petit à petit, ils avaient commencé à se revoir, se rapprocher, se retrouver. Mais dans le plus grand secret. Maddie ne voulait sous aucun prétexte qu'Adam l'apprenne, mais il l'a appris. D'après sa meilleure amie, Maddie lui aurait parlé environ une semaine avant sa disparition de cette discussion difficile. Elle avait dit à Adam qu'il y avait quelqu'un d'autre, qu'elle avait rencontré un homme, qu'elle envisageait de vivre avec lui, et Adam n'avait pas bien réagi. Il était furieux. Il ne supportait pas l'idée que Maddie puisse le quitter, encore moins pour un autre homme. Il ne voulait pas qu'un inconnu élève ses enfants à sa place. Il était hors de lui. Alors la question a commencé à hanter les enquêteurs. Et si c'était ça, le mobile? Et si Adam avait cédé à la rage, à la jalousie? Et s'il avait décidé de la faire taire à jamais? Les recherches ont continué, et la police de son côté a intensifié les vérifications. Ils ont commencé à analyser toutes les caméras de surveillance autour de Winona, et ce qu'ils ont découvert a changé le cours de l'enquête. Ils ont vu le véhicule de Maddie circuler sur une route menant de Winona à la ville où vivaient les parents d'Adam. Ce que la police a découvert grâce aux caméras de surveillance a commencé à semer le doute. Oui, on savait déjà qu'Adam avait emprunté cette route ce jour-là. Il avait lui-même dit qu'il était allé chez ses parents. Jusque-là, tout semblait coller. Mais à y regarder de plus près, tout ne correspondait pas à sa version. Adam avait affirmé être revenu chez lui vers 11h30 pour échanger les cartons. Pourtant, d'après les images récoltées par les enquêteurs, sa voiture circulait encore sur la route, reliant Winona à la ville de ses parents aux alentours de midi. Et ce n'est pas tout. Les caméras ont permis de retracer son trajet avec une précision troublante. Son véhicule est apparu sur plusieurs enregistrements, et entre deux de ces points, un vide de 45 minutes. 45 minutes. Inexpliqué. Les enquêteurs en ont déduit qu'Adam avait forcément dû s'arrêter quelque part sur ce trajet, très probablement à proximité de l'endroit où, selon lui, il s'était rendu compte qu'il avait pris les mauvais cartons. Mais alors, qu'a-t-il fait pendant ces 45 minutes? Impossible à dire avec certitude. Mais ce silence temporel, cet espace flou dans son récit, a paru extrêmement suspect aux yeux des enquêteurs, car Adam n'avait aucun alibi pour justifier ce laps de temps. Rien. À part son histoire de carton. Et à ce stade de l'enquête, certains se sont demandé si cette histoire n'était pas tout simplement un prétexte, un écran de fumée, une façon de justifier pourquoi le trajet lui avait pris plus de temps que prévu. Une chose devenait de plus en plus claire. Adam Fravel cachait quelque chose. Spencer, lui, avait un alibi solide pour le 31 mars. Ce jour-là, il était au travail, ce que plusieurs de ses collègues ont confirmé sans hésitation. Il a été écarté très rapidement des soupçons. Il n'était pas considéré comme une personne impliquée dans la disparition de Maddie. Et pendant ce temps, toute l'attention, celle des enquêteurs, mais aussi celle des proches de Maddie et des habitants de Winona, s'est portée sur Adam. Les langues ont commencé à se délier. De plus en plus de personnes affirmaient qu'Adam était responsable de la disparition de sa compagne. Il avait un mobile et son comportement passé parlait pour lui. Il avait déjà été violent, contrôlant, glacial. Sur Internet, les commentaires se sont multipliés. Des forums, des groupes Facebook, des publications locales. Tout le monde pointait du doigt Adam Fravel. Et très vite, il a été contraint de réagir.
Avec son avocat bien calé à ses côtés, Adam a publié une déclaration officielle, soignée, polie, calculée. Il a brièvement expliqué ce qu'il avait fait le jour où Maddie a disparu. Rien d'extraordinaire, selon lui. Une journée comme les autres, enfin, selon ses mots. Il a martelé qu'il n'avait rien à voir avec la disparition de Maddie, rien du tout. Il voulait, disait-il, autant que tout le monde, que sa famille, que ses amis, découvrir la vérité. Il espérait de tout cœur, c'est lui qui le dit, qu'elle allait bien, qu'elle reviendrait, parce que, après tout, c'est la mère de ses enfants. Beau discours, propre, protocolaire. Mais ses actes, eux, parlaient une toute autre langue, une langue froide, muette, et surtout sacrément suspecte. Dans les groupes Facebook qui s'étaient formés autour de l'affaire, les soupçons étaient déjà bien installés. Et pour les membres les plus actifs, un point revenait sans cesse. Adam n'avait jamais participé aux recherches, pas une seule fois, ni lui, ni un seul membre de sa famille. Pas de présence sur le terrain, pas de bénévolat, pas d'appel à l'aide, silence radio. Alors forcément, les langues ont commencé à se délier. Et Adam acculé a tenté une explication sur Facebook. Selon lui, la police leur aurait demandé de ne pas intervenir. Ah bon? Sauf que cette version s'est effondrée comme un château de cartes. Les enquêteurs, eux, n'ont pas tardé à réagir. Personne n'avait interdit quoi que ce soit à Adam, ni à ses proches. Rien. Et là, les regards se sont durcis. Parce qu'un homme qui ne cherche pas la mère de ses enfants, alors qu'elle est supposément portée disparue, ça en dit très très long. Mais sans preuve, sans corps. La justice est restée les bras liés. Les jours ont passé, puis les semaines. Et ce qui avait commencé comme une recherche d'urgence s'est lentement transformé en chasse aux cadavres. Mais pour chercher un corps, il faut savoir où creuser. Et Adam, lui, s'est contenté de se taire, imperturbable, fermé, comme s'il attendait quelque chose. Et puis, le vent a tourné. Une idée, venue tout droit des réseaux, a tout changé. Certains internautes, obstinés, ont passé au peigne fin chaque déclaration d'Adam. Ils ont remonté sa chronologie, ses trajets, ses incohérences. Et le 7 juin 2023, ils ont lancé un appel à la fouille. Objectif? Inspecter la route qu'Adam avait empruntée pour aller chez ses parents. Une route sans histoire, en apparence. Mais ce jour-là, l'horreur a surgi des broussailles. Les policiers ont découvert un corps, dans les bois, recouvert de branches, enveloppé dans un drap gris, scellé avec de la bande adhésive noire, et autour du cou, partiellement sur le visage, un essuie-main enroulé, comme pour étouffer la moindre trace, comme pour effacer toute chance de survie. Dès les premières constatations, les enquêteurs ont fortement suspecté qu'il s'agissait de Maddie, ce que les tatouages visibles sur le corps n'ont fait que confirmer. Le lendemain, l'identification officielle a été annoncée. Le corps retrouvé était bien celui de Maddie Kingsbury. Quelques heures plus tard, Adam Fravel a été arrêté et inculpé pour meurtre. Les preuves, désormais, commençaient à s'empiler. Le drap gris dans lequel Maddie avait été enveloppée. Il était identique à ceux retrouvés dans sa propre maison. La bande adhésive noire, même modèle, même marque, même rouleau que celui retrouvé dans leur placard. Et le lieu où le corps avait été déposé, il se trouvait exactement dans la zone où Adam avait disparu des radars pendant 45 minutes, comme l'avaient révélé les enregistrements des caméras. Mais ce n'est pas tout. Le petit chemin de terre qui menait à l'endroit précis où le corps a été dissimulé appartenait autrefois à la famille d'Adam. C'était un chemin qu'il connaissait parfaitement. Il y avait même vécu à une époque. Alors, coïncidence? Erreur tragique? Ou bien préméditation froide et silencieuse? L'état de décomposition avancé du corps a rendu l'autopsie difficile. Il n'a pas été possible de déterminer avec certitude la cause exacte du décès. Mais selon le médecin légiste, tout indiquait une mort par asphyxie. Il n'a pas été possible de déterminer exactement comment Maddie avait perdu la vie. Mais compte tenu du fait qu'un essuie-main était solidement noué autour de son cou, suffisamment serré pour empêcher toute respiration, les experts ont estimé qu'il s'agissait très probablement d'une asphyxie par strangulation. Et ce n'était qu'un élément parmi tant d'autres qui accablait Adam. Dès le lendemain de la disparition de Maddie, lorsqu'il avait été interrogé par la police, les agents avaient remarqué des griffures visibles sur son visage et sur son cou,
des marques fraîches, récemment infligées. Adam avait tenté de se justifier. Il avait dit que le chien de la famille l'avait griffé. Mais les policiers n'y avaient pas cru. Ces blessures ne ressemblaient en rien à des traces laissées par un animal. Puis d'autres éléments troublants sont apparus. Après la disparition de Maddie, un voisin des parents d'Adam a affirmé l'avoir vu conduire le quad de son père. Ce qui a attiré son attention, c'est qu'Adam y avait chargé une pelle. Et comme si ce n'était pas assez inquiétant, tout cela a été capté par la caméra de vidéosurveillance installée chez ce même voisin. La pelle ainsi que le quad ont été saisis et examinés. Et là, une nouvelle pièce s'est ajoutée au puzzle. Des chiens spécialement entraînés pour détecter l'odeur de cadavres humains ont marqué les deux objets. Adam a une nouvelle fois tenté de s'expliquer. Selon lui, son père aurait utilisé cette pelle pour déplacer un animal mort trouvé sur la route quelque temps auparavant. Mais cette excuse n'a convaincu personne. Les chiens utilisés par les enquêteurs sont formés pour ignorer l'odeur des humains vivants et celle des animaux morts. Leur nez ne réagit qu'à une chose, la trace olfactive d'un corps humain en décomposition. Et ce n'était pas tout. Un autre détail tout aussi troublant a été découvert. Le 30 mars, soit la veille de la disparition de Maddie, Adam avait désactivé la localisation de son téléphone, un geste qu'il n'avait jamais fait auparavant. Et surtout, il n'avait pas réactivé cette fonction pendant un long moment. Résultat, impossible de savoir où il se trouvait exactement le 31 mars, lorsque Maddie avait été vue pour la dernière fois. Comme si cela ne suffisait pas. Les messages qu'il avait échangés avec Maddie ce jour-là avaient été supprimés de son appareil. Mais heureusement pour les enquêteurs, le téléphone de Maddie, lui, en disait bien plus. D'abord, les enquêteurs ont découvert que Maddie avait utilisé son téléphone pour la dernière fois à 8h15. C'était environ 10 minutes après qu'elle et Adam soient rentrés de la maternelle. À ce moment-là, elle avait envoyé à sa sœur une photo de leurs dernières vacances. Une image qui les avait fait rire toutes les deux. Maddie avait commenté à quel point elle avait l'air étrange dessus, et Megan avait plaisanté en retour. Un échange léger, fraternel, insouciant. Mais après ça, plus rien. Maddie n'a jamais répondu aux messages suivants, ni ceux de Megan, ni ceux d'aucun autre proche. Et pour les enquêteurs, cela ne faisait aucun doute. C'est à ce moment précis, entre 8h15 et 8h30, que le drame avait eu lieu. Mais ce n'était pas la seule chose que son téléphone a révélée. Les enquêteurs ont également retrouvé d'anciennes conversations entre Maddie et Adam. Et dans ces messages, elle parlait de l'épisode où il l'avait étranglée pour la première fois. Maddie lui avait écrit qu'elle avait très mal vécu ce moment, qu'elle avait eu peur, et que pire encore, leurs enfants avaient tout vu. Mais la réponse d'Adam, froide, déshumanisée. Tu t'y habitueras. Pas un mot d'excuse, pas un regret, rien. Maddie, choquée, lui avait alors répondu que si cela se reproduisait, elle mettrait fin à leur relation, qu'elle partirait, qu'elle ne voulait plus vivre comme ça. Et lui, il s'était contenté de lui écrire « Tu n'as qu'à retourner vivre chez ta petite maman ». Aucune remise en question, aucune tentative de réparer, juste du mépris, de la condescendance. Adam ne semblait ni regretter, ni vouloir changer quoi que ce soit. En poursuivant les investigations, les enquêteurs ont fouillé en détail la maison où vivaient Maddie et Adam. Et ce qu'ils ont découvert n'a fait que renforcer leurs soupçons. Dans la poubelle extérieure, ils ont retrouvé un ordinateur et un ordinateur portable. Mais plusieurs composants essentiels avaient été retirés et brûlés, dans le jardin, dans un feu improvisé, comme s'il fallait à tout prix effacer des traces, vite, brutalement. Autre élément inquiétant, toutes les caméras de surveillance installées dans la maison avaient disparu, et elles n'avaient pas été démontées proprement. Non, elles avaient été arrachées des murs, les fixations encore tordues, les câbles pendants, comme si celui qui les avait retirées avait agi dans la précipitation, ou avec une seule intention, empêcher toute captation d'images. D'après les constatations, cela avait été fait le 30 mars, soit la veille de la disparition de Maddie. Quand on lui a demandé pourquoi, Adam a expliqué que c'était ses caméras, qu'il les avait installées lui-même, et puisqu'il prévoyait de quitter la maison, il avait décidé de les récupérer. Mais est-ce que c'était la vérité, ou une nouvelle manœuvre pour couvrir ses traces, et surtout,
Comment expliquer ce que les enquêteurs ont découvert ensuite grâce à la caméra d'un voisin? Le 31 mars, le jour où Maddie a disparu, on y voit Adam quitter la maison au volant de la voiture de Maddie. Mais ce n'est pas tout. Les plaques d'immatriculation du véhicule n'étaient pas les bonnes. C'était celles de son propre véhicule qu'il avait placées sur celui de Maddie. Pourquoi? Pourquoi changer les plaques si ce n'est pour empêcher les caméras de surveillance de retracer ses déplacements? Pourquoi vouloir passer inaperçu si rien de mal ne s'était produit? Tout devenait de plus en plus clair. Adam ne s'était pas contenté de mentir. Il avait préparé son coup. Et Maddie elle-même l'avait senti venir. Un mois avant sa disparition, elle avait eu une conversation troublante avec sa meilleure amie. Elle lui avait confié que leur relation se dégradait, que ça allait de pire en pire. Jamais elle ne s'en était plainte auparavant. Mais là, elle avait craqué. Elle avait avoué que oui, Adam l'avait déjà frappée, et que ça arrivait de plus en plus souvent. Elle avait peur. Peur qu'un jour, il aille trop loin. Et elle l'a dit, mot pour mot. Si un jour il m'arrive quelque chose, ou si je disparais, ce sera Adam. Je n'abandonnerai jamais mes enfants. Cette conversation a eu lieu 1 mois avant qu'elle ne s'évapore. Et malheureusement, elle avait vu juste. Le procès s'est ouvert à l'automne 2024. Adam Fravel, face au tribunal, a nié en bloc. Il a affirmé ne pas être responsable de la mort de Maddie. Son avocat, lui, a tenté de faire valoir que le coupable pourrait être quelqu'un d'autre, qu'aucune preuve directe ne permettait de l'incriminer à 100%. Mais malgré cette ligne de défense, l'accusation n'a jamais perdu de vue sa cible. Adam. Aucune autre piste n'a été sérieusement explorée. Et pourtant, le dossier était solide. Environ 150 témoins ont été entendus à la barre, et la majorité d'entre eux a témoigné contre lui. Après l'audition finale, les jurés se sont retirés pour délibérer. 10 heures plus tard, ils sont revenus dans la salle d'audience. Le 7 novembre 2024, Adam Fravel a été déclaré coupable du meurtre de Maddie Kingsbury. Et 1 mois plus tard, il a été condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Le mobile? Il était aussi glaçant que limpide. Adam avait tout perdu. Le contrôle qu'il exerçait sur leur couple, sa domination financière, déjà bancale, puisqu'il ne travaillait plus depuis des mois. Et le fait que Maddie l'ait quitté pour un autre homme, qu'elle lui ait demandé de quitter la maison, qu'elle ait décidé de reprendre le pouvoir sur sa vie. C'était plus qu'il ne pouvait supporter. Mais ce n'est pas tout. Maddie était assurée à hauteur de 170 000 $. Et si elle n'avait désigné aucun bénéficiaire, la somme reviendrait automatiquement à ses enfants. Adam savait ça, et il s'imaginait probablement qu'en obtenant la garde des enfants, il pourrait gérer leur héritage. Mais la justice a pris les devants. Avant même que le corps de Maddie ne soit retrouvé, la garde a été confiée aux grands-parents. Adam a tout perdu, et Maddie, elle, a perdu la vie, pour avoir voulu se libérer. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette histoire vous a captivé, pensez à vous abonner, à laisser un commentaire, ou même à partager cette affaire autour de vous. À très vite pour une nouvelle histoire.